Oui, merci. Moi, j'ai certaines difficultés quand on parle de juifs, parce que je ne saisis pas toujours très bien ce que ça veut dire. Donc, non plus. Tout à l'heure, je me suis dit, des personnes d'origine juive, mais c'est vrai, si on parle de religion, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et quoi, on parle de culture, et souvent il y a des confusions, et même dans le langage. Alors, pour y voir clair, c'est parfois compliqué. Hein. L'antisémitisme, on a bien compris ce que c'était, hein, il n'y a pas de problème. Mais, enfin, moi, j'ai bien compris, mais parfois, là, parler des Juifs, je ne comprends pas toujours bien de qui il s'agit. Parce qu'au fond, comme vous disiez aussi, finalement, il y a des Juifs qui étaient là bien avant. En France, sans doute que pas mal de gens non juifs. Donc, ils sont quand même des Français avant tout. Voilà. Alors, j'aimerais bien quelques précisions par rapport à comment vous voyez ça. Merci. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire que, comme Fadila l'a dit, c'était absolument passionnant et très très riche. Et bon, pour avoir une note un peu d'espoir, mais c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Fadila parlait de Bruxelles comme étant le lieu du lobbying européen, etc. Mais pour parler de la Commission européenne, elle a aussi mis en place un plan d'action contre l'antisémitisme et encouragé les États membres à lutter contre l'antisémitisme. Et on a vu aussi au niveau européen que pendant la présidence française, la France a vraiment très fort poussé même au Conseil la lutte antiraciste vers la lutte antisémite, en faisant vraiment un sujet important. Donc je voudrais vous demander si vous trouvez que c'est un bon signe, que c'est un signe d'espoir, enfin, vu de la Belgique évidemment qu'on vient de décrire effectivement comme un territoire perdu. On trouve que la France résiste encore très bien. On vous regarde, enfin moi je vous regarde avec espoir et admiration. Et alors juste une autre question distincte à Fadila et à vous-même, Monsieur Bensoussan. C'est vrai que mon père était islamologue, il est maintenant retraité, professeur d'arabe, et quand il donnait des conférences très factuelles, des conférences d'historiens et d'orientalistes, il a de plus en plus été entouré par des nuées de gens qui étaient menaçants et qui effectivement faisaient peur. Et il m'a souvent parlé lui-même de la violence de l'islam et de la violence du Coran. Et j'en ai parlé un jour à une amie qui est, que je peux dire islamo-gauchiste, mais qui est une femme très sincère. Et que tu disais, Fadila, que tu voyais l'islamo-gauchisme comme un calcul électoral. Je voudrais vous demander à tous les deux si vous percevez ça vraiment comme quelque chose de cynique ou comme quelque chose de sincère, d'une sorte de peur réelle de stigmatiser et de discriminer, qui est un peu embêtant parce qu'effectivement, elle plonge les gens dans le déni. Voilà, merci. Monsieur Bensoussan, merci bien sûr de votre présence. Cela prouve que la cancel culture, si elle existe, a comme des ratés, puisque vous êtes présent parmi nous et que vous êtes un personnage quand même bien écouté. Vous êtes bien le pays, je pense, où, pour faire campagne électorale, Madame Obomo a invité un leader antisémite anglais, Monsieur Corbyn. C'est quand même pas courant. Je pense qu'en Belgique, ça n'existerait pas. Mais en France, apparemment, ça existe sans fait de... Il est venu à Ostende le mois dernier. Ah, ben voilà. Invité par le PTB. Magnifique. Oui. Bon, c'est la logique. Simplement, une anecdote. Vous parlez de déni. Et moi, je voudrais vous parler d'un déni d'État. En fait, Monsieur Aubin viendra dans 3 semaines, je pense, faire une conférence ici, et il a mené, comme vous savez, une étude sur l'entrisme religieux dans les écoles, et notamment l'autocensure que s'impose à un certain nombre d'enseignants français, et les chiffres sont clairs.
Je pense que quelques années après, donc il y a quelques mois, la Fondation Jean Jaurès a fait la même étude avec les mêmes chiffres. Et puis le CAL de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait une enquête avec les mêmes chiffres. Sur ce, une députée et maire de Verviers demande à la ministre de faire une enquête si vraiment en Fédération Wallonie-Bruxelles, des enseignants sous censure lorsqu'ils abordent des thématiques littéraires, scientifiques, bien sûr, ou historiques. Eh bien, l'enquête a mené à 40% des enseignants sous censure pour le CAL, 6,6% pour l'enquête menée par la ministre. J'appelle ça une censure d'État ou une censure de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je n'arrive pas à comprendre comment il est possible même qu'une ministre puisse quelque part citer des chiffres pareils, alors que d'autres études, celle du CAL, celle de Jean Jaurès, celle de Aubin, démontrent tout à fait le contraire. Merci. Je vais répondre dans l'ordre, aux questions. Enfin, bien que la troisième intervention, ce n'est pas vraiment une question. Vous avez fait un constat qui est accablant, hein, sur la réalité d'un déni d'État, effectivement. Un juif, qu'est-ce que c'est? C'est bien compliqué à définir parce que au XVIIIe siècle, la définition n'était pas difficile. Un juif, c'est forcément quelqu'un qui épouse la foi juive et une pratique juive, parce que la foi ne se sépare pas de la pratique. Le judaïsme, c'est comme l'islam sur ce plan-là, c'est d'abord une orthopraxis, avant d'être une orthodoxie. Bon. Et c'est d'abord donc une pratique dans la vie quotidienne, et puis, par ailleurs, évidemment, une croyance, les prières, etc., etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout si simple. Aujourd'hui, il y a une telle sécularisation de la société tout entière, bien sûr, et le judaïsme n'a pas échappé à cela, que le fait juif a disparu en partie, pas seulement à cause de la Shoah, mais il y a eu une telle assimilation, bien avant la Shoah, qu'on a perdu un certain nombre de juifs en Allemagne ou ailleurs, par exemple, ou dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, pour le judaïsme qui reste aux États-Unis, ou en Grande-Bretagne, en France, enfin, bref, ou en Argentine, en Amérique du Sud, dans les grandes communautés de diaspora, qu'est-ce que c'est qu'un fait juif? C'est à la fois un fait religieux et un fait culturel, et j'ajoute un fait national. C'est-à-dire c'est totalement imbriqué. Alors, est-ce que c'est religieux ou national? C'est les deux. C'est une nation religieuse, le judaïsme, et c'est une religion nationale, qui est ancrée sur un territoire qui s'appelait, à l'époque du mandat britannique, la Palestine, qui s'appelle Eretz Israël pour les Juifs, qui est ancré sur ce territoire, parce que c'est sur ce territoire qu'a été écrite la Bible en hébreu il y a environ 2800 ans, en hébreu, pas en araméen. Donc c'est un territoire qui a donné le livre qui constitue l'ossature du judaïsme, la patrie portative même des Juifs. Quand les Juifs sont en exil, qu'est-ce qu'ils portent avec eux? Les rouleaux de la loi. Et cette patrie portative, elle a été écrite dans une langue qui est née sur cette terre-là et pas dans une autre, la terre d'Israël. Donc c'est un judaïsme, le judaïsme ne peut pas séparer l'orthodoxie et l'orthopraxie du territoire lui-même. C'est pour ça que c'est à la fois une religion nationale et une nation religieuse, et en même temps, et pour ceux qui ne croient plus en Dieu. C'est tout le problème des premiers sionistes. Les premiers sionistes, c'est pas Herzl, hein, ça c'est la légende. Les premiers sionistes sont des sionistes russes du milieu du 19e siècle. Ce sont eux qui vont impulser le sionisme. Herzl, il a un génie politique d'organisateur, mais c'est pas un théoricien. D'où viennent les premiers sionistes? Ce sont à 99% des juifs qui sont séparés de la Torah, qui se sont séparés de la synagogue, qui ne pratiquent plus du tout les commandements, pratiquent même plus le Shabbat par exemple, et qui disent ceci, comme l'un d'entre eux l'a dit, qui était le père du sionisme culturel, il s'appelait Achadam, il a dit ceci en une formule extraordinaire: nous ne pouvons pas être autre chose que les fils de nos pères. C'est-à-dire que nous avons rompu avec la synagogue et la Torah, mais nous ne souhaitons pas être autre chose que des juifs. Alors comment demeurer juif quand on s'est éloigné de la Torah et de la synagogue? Eh bien, la réponse que vont trouver ces hommes et ces femmes de l'Empire russe, en gros entre 1870 et 1900, c'est la nation.
Et la nation, c'est précisément le sionisme, c'est-à-dire l'émigration vers la terre des ancêtres, celle qui a donné la Bible et celle qui a donné l'hébreu. Et pourquoi l'hébreu? Parce que s'il y a bien une colonne vertébrale des juifs du monde entier, c'est l'hébreu et aucune autre langue. Parce qu'il y a des juifs qui parlent yiddish, d'autres le judéo-arabe, d'autres le ladino, mais quelle est la langue qui les réunit tous? C'est l'hébreu. Et c'est dans cette langue qu'il y a écrit le livre fondamental, qui est à la fois un livre de loi, un livre de foi, un livre d'histoire, etc., qui est la Torah, précisément. Je ne dis pas, le Tanakh, c'est-à-dire la Bible elle-même, pas les 5 premiers livres seulement, mais toute la Bible. Donc, le judaïsme est très largement devenu aujourd'hui, par le biais de la sécularisation, un fait culturel, un fait national, qui fait que vous avez en Israël une majorité de juifs non pratiquants, ce que peu de gens savent. Vous avez 55% des Israéliens juifs qui ne pratiquent pas. Donc ils respectent le Shabbat, ils sont obligés, il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas de bus, d'autobus, de train, etc. Ils sont obligés, donc ils prennent leur voiture. Bon. Mais ils respectent la cache-route. Évidemment, tout est caché dans les magasins, pratiquement. Mais globalement, ce sont des juifs qui n'ont plus de pratique religieuse. Et pourtant, vous leur diriez, mais vous n'êtes plus juifs? Absolument pas. Et donc, par exemple, j'ai assisté à la fête de l'indépendance cette année en Israël, le 4 mai 2022. J'étais frappé de voir la marée de drapeaux bleus et blancs partout, populaire, c'est-à-dire une fête populaire, d'enfants des écoles, etc., le soir, qui se réunissaient partout. Il y avait une ferveur nationale autour de ce drapeau frappé de l'étoile de David, donc autour du symbole juif par excellence, de la part de gens dont une partie n'était pas du tout religieux. Aujourd'hui, c'est inséparable, si vous voulez, le fait culturel du fait religieux, du fait national. Oui, je vois en partie, mais après, je prends un exemple qui est peut-être bateau, mais je vais dire un gauchiste. Athée, français, belge, oui. Est-ce qu'il peut se dire juif malgré? Alors, oui et non, parce qu'il reste, si vous voulez, on peut dire du fait juif, quand tout a été oublié, ce que Édouard Herriot disait de la culture. Vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Il y a un livre passionnant qui est sorti il y a quelques mois d'Antoine Compagnon sur la judéité de Proust, le signe juif de Proust. C'est très beau l'étude qu'a fait Antoine Compagnon. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait de juif chez Proust. Bon, si vous lisez la recherche, bon, il y a des allusions à Bloch, des juifs, l'affaire Dreyfus, etc., mais globalement, ça n'a rien de juif. Bon. Et Proust est d'abord profondément chrétien par son père, il a été baptisé, il a fait sa première communion, etc. Bon. Et en même temps, il y a chez Proust qui est très éloigné du judaïsme, même s'il est évidemment, il déifie sa mère, et sa mère, Jeanne Weil, est effectivement une juive traditionnaliste, c'est-à-dire il y a un rabbin pas très loin dans l'ascendance de Proust. Bon. Il y a quelque chose qui demeure juif chez Proust, et il le dit dans sa correspondance, il ne le dit pas dans la recherche, c'est le rituel qui consiste à aller imposer un caillou sur la tombe d'un défunt. Et il se souvenait que son grand-père qu'il adorait, c'est-à-dire le père de sa mère, son grand-père l'amenait au Père-Lachaise, déposer le caillou sur la tombe de son père, donc son arrière-grand-père. Il n'a jamais oublié le caillou, et il le rappelle dans sa correspondance. Il n'est pas juif, il le dit, mais en même temps, il a une indéniable affection pour le signe juif qu'il ne peut pas oublier. C'est ça, d'une certaine façon. Alors, il y avait une deuxième question. Sur la Commission européenne, ce que vous dites confirme le fait que du côté du gouvernement français, il n'y a aucune ambiguïté. C'est un gouvernement qui combat l'antisémitisme, qui est sincère, indéniablement, qui prend toutes ces affaires au sérieux, mais l'obstacle, c'est qu'en ayant peur de dire les choses telles qu'elles sont, de dire la vérité, de ne pas nommer les antisémites et de dire d'où vient cette gangrène aujourd'hui en grande partie. C'est vrai qu'elle vient d'une partie de l'extrême droite, bien sûr, mais ne soyons pas idiots. C'est pas l'extrême droite qui a tué en France ces dernières années, c'est pas vrai. Et l'extrême droite, elle existe en France, je dis bien l'extrême droite, je dis pas la droite. L'extrême droite vraiment fascisante, les dangereux, les vrais dangereux, ils existent, mais ils sont relativement résiduels. N'exagérons pas, c'est pas une puissance. Bon. Et que ceux-là soient des antisémites acharnés, c'est vrai, ça existe. Ils sont pas passés à l'acte. L'important pour nous, c'est qu'ils ne passent pas à l'acte, qu'ils pensent les pires choses des juifs, ça les regarde. Si vous voulez. L'important, c'est que la loi les arrête. De l'autre côté, en revanche, la loi ne les arrête pas. Et ça, du côté des autorités politiques françaises, on se refuse à le nommer. Ça, c'est le premier bémol sur le fond. Et le résultat, c'est que s'il n'y a pas une vérité qui est dite sur de véritables meurtres, ou d'assassinats plutôt, qui ont été des meurtres, des assassinats antisémites comme l'assassinat de Sarah Halimi, on ne peut pas faire avancer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah Halimi? Bon, la justice est indépendante, c'est vrai, mais la juge d'instruction
a instruit le procès, a instruit l'affaire, pardon, de telle façon que d'emblée elle a conclu que l'assassin Kobili Traoré était fou. Alors qu'il y a eu des divisions chez les psychiatres là-dessus. Et quand vous lisez le rapport de la cour d'appel, je l'ai lu, on me l'a passé, l'un des avocats associés de Golnadel m'a passé le rapport, j'ai lu le rapport, vous voyez clairement que Kobili Traoré a parfaitement prémédité son geste. Totalement prémédité. Il avait préparé déjà ses habits qui le destinaient à entrer directement au paradis pour rencontrer les 72 vierges. Tout était prêt. Et il savait où il passait quand il enjambait le balcon pour passer chez la juive Shaitan. Shaitan, ça veut dire le diable en arabe. Voilà. Il savait ce qu'il faisait. Donc, qu'il y a eu une altération du discernement chez lui, oui, à cause de la drogue, du cannabis, etc. C'est vrai. Une absence totale de la raison, non, certainement pas. Et là-dessus, bon, effectivement, l'indépendance de la justice, c'est vrai, mais depuis longtemps, la juge en question, dont les avocats se plaignaient depuis longtemps, la juge aurait dû être dessaisie par le parquet. Elle n'a pas été, elle est allée jusqu'au bout de l'instruction, et on sait que c'est un scandale judiciaire. D'ailleurs, plus au niveau de l'État, on le reconnaît même, on le reconnaît à voix basse. Il y a une chose que je voudrais dire sur ce que vous venez de... La question que vous posez, les islamo-gauchistes, calcul électoral ou sincérité? Chez certains, c'est du calcul électoral. Bon, prenez un député comme Lagarde, par exemple, qui est pas un gauchiste, lui, comme Lagarde à Drancy. Il a fait un grand nombre de concessions aux associations islamistes, aux mosquées, aux écoles confessionnelles, qui sont les pires écoles rétrogrades que l'on puisse imaginer. Il n'a aucune sympathie pour l'islam ou l'islamisme, mais il le fait pour avoir des voix. Bon, il est cynique, le personnage est cynique. Qu'à gauche, un certain nombre de gens l'aient vu ainsi, par exemple Pascal Boniface en 2002, dans sa fameuse note au Parti Socialiste, dit clairement cela. Aujourd'hui, c'est plus la peine de s'appuyer sur le prolétariat, il faut s'appuyer sur les nouvelles populations. Mais c'est pas si simple. Il y a, je crois, réellement, chez un certain nombre de gauchistes, de la sincérité. Ils voient vraiment, dans les musulmans, ce que l'imam Khomeini disait en 79, les humiliés de la terre, les dominés, à la suite d'une très longue fantasmagorie qui est liée à la décolonisation et tout le reste. Bon. C'est-à-dire qu'il projette ce qui a été réellement la condition de l'Algérien de base en 1920 dans l'Algérie, écrasé par le colonialisme français, ça c'est indéniable, écrasé réellement. Vous voyez les chroniques algériennes de Camus dans les années 30, ça c'est vrai, il le projette sur aujourd'hui. Bon. Et donc il voit dans cette population-là le prolétariat de substitution qui n'existe plus. Ce prolétariat, il a fondu comme neige au soleil. Regardez ce qu'est la classe ouvrière en France. Ben, elle a disparu. La désindustrialisation a fait que. Sauf que la classe ouvrière a changé de visage. Aujourd'hui, la classe ouvrière, c'est la caissière de supermarché. Elle a muté vers le tertiaire. Elle n'est plus dans le secondaire. Donc que ces gens-là soient sincères et qu'ils soient convaincus que les dominés de la terre, les humiliés de la terre, ce soient les musulmans en règle générale, ils sont sincères. C'est un calcul stérile, c'est un calcul stupide sur le fond, mais je pense qu'ils le croient, pour un certain nombre d'entre eux. Je peux juste compléter. Oui, bien sûr. Moi, par rapport à ça, en fait, je ne crois plus vraiment en réalité, en l'innocence. Je pense réellement qu'il y avait peut-être une sincérité il y a quelques années, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas. Et on a eu, comme vous l'avez démontré, il y a eu pas mal d'actes qui ont démontré l'inverse, en fait, qui ont démontré qu'il y avait un vrai problème. Moi, je pense qu'il y a une partie qui a été un déni. Il y a une partie, c'est par lâcheté, parce que je pense que maintenant, les gens, ils sont tellement débordés, ils ne savent plus quoi faire, donc on préfère nier la réalité. Je pense que ceux qui sont naïfs, ce sont vraiment les personnes qui ne vivent pas dans les quartiers, qui vivent en dehors, dans des quartiers, on va dire, en dehors de ce que les gens lambda, ce que les citoyens vivent au quotidien. Je pense qu'il y a, voilà, comme vous l'avez décrit à un moment donné, c'est-à-dire les bourgeois qui vivent dans des quartiers où vous n'avez pas de mélange, c'est protégé, etc. Oui. Là, oui, donc, je pense que là, il y a une naïveté. Mais au niveau politique, je n'ai pas cette impression-là. On l'a vu notamment aussi quand on voit par exemple Mélenchon, je ne pense pas qu'il soit naïf. Ah non, je pense que voilà, il a participé aussi quand il avait participé à cet appel, donc la marche du 10 novembre, l'appel du CCIF. Oui, oui, oui. On voit bien, on crie Allah Akbar et juste après les attentats, et il ne réagit pas. Enfin voilà, il y a un moment donné où je pense que, pour moi, c'est plus de la naïveté, clairement. Et je pense que de plus en plus, à l'heure actuelle, c'est plus de la naïveté, clairement. Au niveau politique, en tout cas, pour moi, ce n'est plus le cas.
Il y avait encore. Il y a encore autre chose. Alors, il y a une question. Si, il y avait une... Ah non, c'était un témoignage. C'était plus un témoignage. Alors, moi, j'avais juste une autre question par rapport aux pays arabes, justement. Je voulais savoir s'il y avait le dhimmi. Qu'est-ce qu'il en est au niveau historique? Est-ce qu'il y a eu un dhimmi, on va dire... bon, je sais qu'il a existé à un moment donné dans l'histoire, mais jusque quand? Est-ce qu'il existe toujours? Comment ça se passe? Parce que je sais qu'en Tunisie, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a quelques années de ça, il y a une personne qui avait été élue comme maire. Il était tunisien, mais comme il était de confession juive, il y a eu des groupes qui ont manifesté parce qu'ils ne voulaient pas d'un maire juif. Oui. Voilà, mais après ce que vous avez dit, je ne sais pas si je n'ai pas déjà la réponse, mais néanmoins, je découvre aussi Front de mer, Fatima Aouarf, et je vois qu'en France, donc, je vois que elle est très offensive, qu'elle est dans le parti de Mélenchon, mais qu'elle critique Mélenchon comme étant quelqu'un qui a un rapport colonial avec les habitants des banlieues. Donc on voit bien qu'entre eux, ils sont en tension. Mais je vois aussi qu'elle a un langage qui pourrait être assimilé à de la provocation à la haine, qu'il y a même une affiche que j'ai vue, mais je ne la retrouve pas maintenant, où elle met « l'État attaque nos enfants ». Donc régulièrement, elle a des communications où elle en appelle à lutter contre l'État français. Et ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce type de discours-là? Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, vous avez dit que vous n'étiez plus en démocratie en France parce que c'était une société dominée par les juges. Alors je suis peut-être très très ignorante, mais j'ai toujours pensé que la justice était le garant de la démocratie, parce que c'était le troisième pouvoir. Et donc je n'ai pas bien compris en quoi il y a eu un glissement et pourquoi ce sont les juges qui font la loi et comment, et en quoi c'est une mauvaise chose. Voilà, enfin, c'est peut-être beaucoup, mais... Oui. Moi, je sais que moi je pose des questions. L'origine de cette période d'or dans les pays arabes, vous avez dit que c'était vu récemment. Moi j'avais lu, j'avais compris que c'était déjà au 19e siècle et que ça venait même de certains historiens juifs d'Europe de l'Est qui voulaient montrer qu'il y avait les pogroms et que dans les pays arabes ça allait bien, tandis qu'en Europe ça allait mal. Je ne sais pas si vous connaissez cette version, un de vous deux, mais donc même des juifs d'élite sont de nouveau un peu impliqués comme les juifs comme on appelle ça, juifs de cour. Voilà. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé du danger de l'islamo-gauchisme. Donc je suis française. Je voulais parler du danger de l'extrême droite, qui arrive au second tour à chaque élection. Et donc je voulais avoir votre avis sur ce qu'attend à la fois la gauche républicaine et la droite républicaine pour nommer les choses, parce que finalement l'électorat français se situe au centre ou à droite et demande à ce que les hommes politiques s'engagent davantage et nomment les problèmes. Alors Sarkozy avait un petit peu essayé de le faire en essayant de réformer le Conseil musulman de France, et il a échoué. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de courage des politiques, alors que l'électorat finalement ne demande que ça? Moi, je voulais juste... voilà, je me demandais comment il se faisait qu'on était dans une société qui fabrique des parias à la pelle, c'est-à-dire que, bon, vous avez subi ça,
vraiment dans votre chair, mais nous, pauvres citoyens, dès qu'on ose dénoncer quelque chose qui ne va pas dans le sens de la doxa, on se fait aussi traiter de tous les noms. C'est un sentiment d'illégitimité. On n'a pas tous le courage de vouloir quand même dire ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on fait face à ça, face à cette censure imposée comme ça? Je me demandais comment on pouvait réagir d'une façon concrète et positive. Je prends peut-être là une dernière... vous aviez une question, je pense. Donc, oui? Non? Oui, d'accord. Merci. Voilà, je suis un lecteur assidu de ce que certains appellent une feuille de chou, d'autres un magazine d'extrême droite. Je parle de cet organe qui s'appelle Le Causeur, qui a cette particularité que je trouve tout à fait réconfortante de ne pas aborder, enfin ne pas évoquer les événements avec une langue de bois. Et c'est notamment à travers ce genre d'organes qu'on s'aperçoit aussi que la violence monte dans énormément de villes françaises, des villes qui, jadis, étaient des villes tranquilles de province. On parle de Nantes, excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas? Ah, on entend mal. On m'a toujours mal entendu. Parlez fort. Ah bah attends, j'ai pas besoin de micro. Non, alors, je vais abréger parce que c'est pas la peine, la séance est assez longue. Moi, je pense à la formule utilisée par Gérard Collomb, et je me demande ce que vous en pensez, à savoir le vivre ensemble. Nous savons que c'est une foutaise extraordinaire, mais il a ajouté, ces communautés vivent pour l'instant côte à côte avant de vivre face à face. Qu'en pensez-vous? Je dis merci. Bon, je vais essayer de... je répondrai sur la question du dhimmi à la fin. Oui, à propos des... Ce que vous avez décrit, c'est... Vous avez décrit un climat d'intimidation, un climat terrorisant, finalement. Et à propos des juges, quand je dis que nous sommes passés dans le règne, dans la République des juges, je ne veux pas dire par là que le pouvoir judiciaire doit être mis en cause. Je dis simplement que le pouvoir judiciaire ne peut pas se substituer au suffrage universel. C'est tout. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est le Conseil constitutionnel en France, c'est le Conseil d'État. Et s'ils ont le pouvoir absolu de retoquer une loi, ça veut dire que le travail des députés et des sénateurs ne vaut rien. Il est réduit à zéro. Or, les sénateurs et les députés sont élus par le peuple. C'est tout. Il y a quelque chose ici d'anormal. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un barrage précisément au débordement, comme la Cour suprême en Israël, mais il faut aussi limiter les pouvoirs, ici, du judiciaire. Donc il doit bien avoir les trois pouvoirs, mais le pouvoir du judiciaire ne peut pas l'emporter sur les deux autres. Sinon, il n'y a plus aucune démocratie possible. Le scrutin, le suffrage universel ne signifie plus rien. C'est pas d'aller voter. C'est la Constitution qui juge. Oui. C'est le problème aux États-Unis. C'est le problème de la Constitution. On a un juriste là. Bon. Ensuite, l'idée de l'âge d'or, vous avez tout à fait raison. Le mythe de l'âge d'or à l'Andalous, 11e, 12e siècle, juifs, chrétiens, musulmans vivent dans un paradis de tolérance, etc. En Andalousie, ça a été très largement inventé par des historiens ashkénazes européens du 19e siècle, en particulier Heinrich Graetz, qui était vraiment le premier grand historien du monde juif. Et c'était très largement, d'abord, c'est lié à une méconnaissance profonde des Juifs d'Orient, que ça ne les intéressait pas du tout. Si vous prenez Graetz, son Histoire universelle des Juifs, les Juifs d'Orient, c'est 200 pages sur des milliers, quoi. Bon. Mais surtout, c'est lié à une vision politique. Ils veulent par là, nous sommes au milieu du 19e siècle, dans un continent où seuls 3 ou 4 pays seulement ont émancipé les Juifs, dont la France. Ils veulent par là faire pression sur l'Europe chrétienne, une Europe qui est très largement encore dominée par l'anti-judaïsme, pour lui dire, regardez les pays d'islam, cet exemple de tolérance, prenez modèle sur eux pour avancer dans la voie de l'émancipation. Bon. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Sur... alors, les 3 autres questions. Que faire face à la censure de la doxa? Il y a une chose qui est sûre. Seul, vous ne pouvez rien faire. Seul, vous allez être broyé. Si vous parlez seul, en dehors d'une structure, d'un groupe militant, d'une organisation quelconque, vous allez vous faire broyer par votre niveau professionnel ou par votre hiérarchie, et même vous... Bon, enfin,
Et même du côté de la vie personnelle, même, ça a des effets. Combien de familles aujourd'hui se disputent, combien d'amitiés sont rompues, etc. Bon. Enfin, sur un plan strictement professionnel et public, vous ne pouvez pas parler seul. Il faut aujourd'hui affronter la doxa en groupe. Il faut s'unir. Il faut parler au sein d'associations, etc., pour mettre en place un contre-argumentaire face aux arguments de la doxa. C'est très structuré, la doxa du wokisme, la cancel culture. Il faut bâtir un contre-argumentaire pour répondre à ces niaiseries. C'est pas très difficile d'y répondre intellectuellement. Mais seul, on ne peut pas répondre. Mais quand quelqu'un le fait, on le traite, on dit qu'il récupère. Oui, bien sûr. Bon, alors, il réagit, mais encore une fois, s'il ne veut pas perdre le combat, il ne faut pas qu'il soit seul, il faut qu'il soit épaulé par un certain nombre d'amis autour, une structure, je sais pas laquelle, mais enfin, il y a énormément de groupes aujourd'hui qui se constituent, il y a énormément de cercles de réflexion qui se constituent pour lutter. Café laïque. Par exemple, c'en est une, c'est exactement le modèle. C'est à cela que ça sert, précisément. Bon. Et vous me demandez s'il y a un manque de courage des politiques. Oui, alors à l'évidence, il y a un manque de courage des politiques. Cela dit, il y a une lâcheté, ouais, tout simplement. Il y a une lâcheté. Après, la question est de savoir, mais d'où vient, je ne parle que de la France, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais en France, d'où vient cette insigne lâcheté des politiques? Il y a plusieurs hypothèses. Voilà. C'est passionnant de faire des hypothèses sur le plan historique, mais on n'est pas dans une science sûre. Quelles sont les pistes? Comment? Quelles pistes? Enfin, selon moi, il y a une hypothèse centrale qui n'est pas la culpabilité liée à la décolonisation en Algérie, le colonisme, etc. Je pense que la France est une nation traumatisée par 1940. En 1940, la France connaît la défaite la plus cinglante de son histoire depuis Azincourt, depuis le XVe siècle. Elle est battue en 6 semaines, elle est écrasée, et non seulement elle est écrasée militairement, elle est écrasée politiquement, elle est humiliée à Rotonde, elle est humiliée à Montoire. Une petite partie de la population collabore, l'immense partie de la population survit au jour le jour, ne collabore pas, résiste pas, et les résistants sont une poignée, une infime poignée de résistants. La résistance à partir du STO, qu'elle s'est constituée en 1943, mais avant le STO, c'était une poignée de gens. C'est-à-dire que la France n'a pas eu, le peuple français n'a pas eu une attitude glorieuse. On est loin de la grande nation de 1792-93. On est très loin des grands poèmes de Hugo sur les héros de la Révolution française. On a une nation abaissée qui est profondément blessée dans son moi profond. Je crois que de cette blessure-là, la France ne s'est jamais remise, sur le fond. Et il y a une logique de soumission en France qui s'est enclenchée à partir de là et qu'on retrouve aujourd'hui. On ne se soumet pas devant les mêmes, mais on se soumet toujours. Alors vous avez une grande fracture dans l'histoire française, c'est 14-18, 1 400 000 tués dans un pays qui ne fait pas d'enfants. C'est terrible. C'est un pays qui ne s'en remettra jamais, c'est un pays de vieux. C'est un pays où il y a déjà plus de morts que de naissances entre 1935 et 1938, en pleine période de paix. Alors que l'Allemagne, elle, fait des bébés à n'en plus finir. Bon, vous avez ce premier point, un pays qui est mort démographiquement et un pays qui est mort moralement et psychologiquement en 1940 et qui a une piètre image de lui-même en 1944. Et tout le mythe gaullien de la résistance, c'est pour redonner aux Français la fierté, malgré tout, d'être français. Mais De Gaulle n'était pas dupe. Il savait à qui il avait affaire. Il savait qu'à Londres, il l'avait dit d'ailleurs dans une formule un peu drôle, il n'était pas raciste, De Gaulle, on ne va pas lui faire des procès. Il avait dit finalement, qu'est-ce qui est venu autour de lui que des métèques et des juifs, quoi. La synagogue. La synagogue, c'est tout ce qu'il avait dit. Et c'est vrai. Bon, voilà, il y avait très peu de gens autour de lui à Londres au début. Bon voilà, c'est une hypothèse, ça vaut ce que ça vaut. Sur la phrase de Colomb, ben oui, je suis entièrement d'accord. Il a vu juste. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il a démissionné? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il a parfaitement vu juste. Il a dit la vérité. Demain, ça sera face à face. Quand vous entendez aujourd'hui un certain nombre de milieux en France parler, vous comprenez que la radicalisation monte, le niveau de violence monte. Enfin, d'abord, il y a un niveau de violence quotidienne qui est effrayant. Donc, ça, tout le monde le sait. Mais il y a un niveau de violence dans les paroles qui est terrible, terrible. Quand les gens se lâchent, d'un côté comme de l'autre, c'est affreux. C'est-à-dire, si demain quelqu'un soulève le couvercle de la guerre civile, c'est abominable ce qui pourrait se passer comme violence. Des deux côtés. Affreux. C'est affreux. Et ensuite, il y avait votre question sur l'extrême droite au deuxième tour. Et c'est le courage... Ah oui, c'est vous qui avez parlé du courage des politiques. Vous avez raison, bien sûr. Et cette volonté de ne pas nommer, depuis 40 ans, elle a ouvert un boulevard à l'extrême droite. Mais pas seulement pour cela. Ce qui a ouvert un boulevard à l'extrême droite, c'est une immigration incontrôlée
qui étaient de moins en moins intégrées, et de moins en moins intégrées parce que trop nombreuses. On peut intégrer des petits effectifs et les assimiler. On ne peut pas intégrer des masses de population qu'on va reléguer dans des cités dortoirs et qui vont recréer la communauté du bled qu'ils ont quitté. Et donc, avec là-dessus, toutes les lois de la Oumma, toutes les lois de la tribu, finalement, qui vont s'exercer sur les hommes, les enfants, les femmes, qui font que les premières victimes sont les jeunes filles et les femmes. Qu'est-ce qu'on a vu quand on a fait les territoires perdus? Quand l'éditrice m'a proposé de faire le livre, elle m'a proposé de faire le livre à partir de l'antisémitisme qui se déclenchait au moment de l'intifada. Et quand on entend les enseignants parler, on n'a pas fait d'enquête sur le terrain, on a écouté vingtaine, trentaine d'enseignants, on en a retenu 6. Notre grande surprise, enfin ma grande surprise à moi, qui n'ai jamais enseigné dans ces quartiers-là, c'était de voir que les filles étaient les deuxième victimes avec les juifs. Les filles musulmanes les premières. Et là, on a commencé à nouer des contacts avec Ni Pute Ni Soumise. Vous vous souvenez de ce mouvement? Et on a fait 2-3 réunions publiques ensemble. C'était des filles admirables, maghrébines toutes. Et elles disaient ce que les enseignants nous racontaient, les filles qui étaient tenues le dimanche de ne pas quitter leur pyjama parce qu'il ne fallait pas descendre en bas dans la cité. C'était interdit de descendre retrouver les autres, les garçons, la mauvaise vie, etc. Ça veut dire en clair que cette immigration de masse qui n'a pas été intégrée, qui a été de moins en moins bien assimilée, il n'y a aucun critère de langue française pour avoir la nationalité française. C'est une aberration, ça n'existe pas aux États-Unis, ça, où il faut un minimum de connaissance de la langue anglaise, par exemple. Fait que le boulevard, comme vous dites, à l'extrême droite a été ouvert. Là-dessus s'ajoute l'impossibilité de nommer, parce que dès que l'on nomme, on est accusé de racisme, de fascisme, etc. Le résultat, c'est quoi? C'est que, et là vous ne serez sans doute pas d'accord, ce que l'on nomme extrême droite aujourd'hui en France, c'est tout simplement les classes populaires dépossédées de leur vie présente et de leur avenir, que l'on qualifie d'extrême droite, et en les qualifiant d'extrême droite, on s'interdit de les comprendre. L'extrême droite, la vraie extrême droite, elle existe, elle est dangereuse, elle est fascisante, elle est violemment raciste et antisémite, celle-là, et ceux-là, ils n'ont pas désarmé, la vraie extrême droite. Mais l'électeur RN, et même le militant RN au Rassemblement National, vous croyez vraiment que c'est un facho? Vous les avez vus de près? Comment? Mais si Le Pen est élu, ça sera des fachos qui seront au pouvoir. Pas forcément. Pas forcément. J'ai été frappé, je ne sais pas, on ne va pas faire de politique fiction, mais... Je peux juste peut-être rebondir là-dessus. Moi, je pense sincèrement que nos populations en Europe, il y a tellement eu un trauma par rapport à ce qui s'est passé en 39-45, que finalement, dès qu'il y a une personne qui est d'extrême droite, en fait, on sait qu'il y aura une réaction tout de suite. Les gens vont tout de suite rebondir là-dessus. Par contre, en France, en Belgique. Je termine juste ma logique. Après, il y a effectivement la population qui vit des choses, qui la voit, et les seuls qui le nomment, ce sont des personnes qui se retrouvent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des populations qui rejoignent l'URN, ou qui rejoignent les partis d'extrême droite. C'est pas parce qu'ils sont racistes, mais c'est parce que finalement, si on passe son temps à vous dire que ce que vous voyez est faux, il y a un moment donné, quand il y a quelqu'un qui vous dit ce que vous dites est vrai, vous êtes soulagé, vous allez vers la personne qui vous soulage. Vous n'allez pas vers... Et donc là, c'est là où on peut reprocher à la gauche, et je pense que c'est pour ça, pour moi, la gauche est coupable pour ça, c'est qu'on laisse ces gens, des personnes qui ne sont pas d'extrême droite, aller vers l'extrême droite. Oui. Alors qu'ils n'ont pas un fond d'extrême droite. Ça, c'est problématique. Il faudrait définir l'extrême droite, ça serait intéressant. Mais oui, ça, je pense que ça, justement, on y a aussi pensé, on s'est dit qu'il fallait inviter une personnalité qui est un expert sur les questions d'extrême droite pour vraiment donner la définition, parce que de nos jours, n'importe qui est traité d'extrême droite. Peu importe... Jean-Yves Camus. Je voudrais quand même préciser une chose et faire une différence entre ce qui est la situation française et la belge. Donc l'extrême droite en Belgique, je parle par exemple, le parti connu c'est le Vlaams Belang, qui a quand même une filiation directe avec le national-socialisme. D'ailleurs, flamand. Oui, mais le Vlaams Belang, qui était le Vlaams Belang, du côté Flandre, en partie francophone. En Belgique, à Bruxelles, l'extrême droite, dans les milieux populaires, vote Belang, même les francophones. Oui, à Bruxelles, probablement. Mais de toute façon, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas forcément d'extrême droite vont voter pour ces gens-là parce que justement, il n'y a pas d'écoute.
Je veux dire, on voit bien quand même que, aussi bien dans les médias francophones belges, on voit bien que la question de l'islamisme, la question de l'immigration, etc., toutes ces questions-là sont devenues tabous, on n'en parle plus. Même si c'est pas, quand on peut en parler, pour moi il me semble qu'on peut en parler sans pour autant avoir de la haine vis-à-vis d'une population, etc. On va peut-être juste, je suis désolée, mais il faut vraiment, il est 21h27 et donc on va laisser quand même terminer pour que les personnes qui veulent faire signer leur livre puissent le faire. Non, j'ai à peu près fini. Je voulais simplement dire, ça va exactement dans votre sens. Si la gauche a abandonné les classes populaires, ces classes populaires aujourd'hui se retrouvent à voter RN. Alors qu'au RN, il y a des gens dangereux, je vous l'accorde, bien sûr, il y en a. Mais le gros des militants RN aujourd'hui, c'est l'ancienne base communiste, c'est l'ancienne base ouvrière. C'est très net. Pourquoi la gauche républicaine et la droite républicaine ne prennent pas ces sujets? Parce qu'encore une fois, ils sont victimes d'un terrorisme intellectuel qui font que les questions, Fadila l'a dit très justement, d'immigration, d'islam, d'islamisme et de culture et d'identité sont considérées comme des questions de droite ou fascisantes. Alors que non. Les classes populaires, qu'est-ce qu'elles ont en propre? Elles ont leur culture. Elles sont françaises d'origine, elles ont leur tradition, etc. Elles ont le sentiment d'être dépossédées de leur culture. Que bientôt elles ne seront plus rien. Et sans compter, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on les considère comme quantité négligeable. Les médias en particulier qui ont tant de mépris pour eux. Vous savez, quand TF1, c'est à TF1, qu'on m'avait raconté que les personnels de direction de TF1 ou de France 2, non c'était France 2, France 3, chaîne publique, parlait de PPPP. Alors, quelqu'un qui me l'a raconté, qui était un peu nouveau dans ce milieu, m'a dit que ça veut dire PPPP. Ouais, il voulait dire par là petit public populaire de province. Le mépris, oui, le mépris. Bon. Voilà, quand cette gauche-là a abandonné ces classes populaires-là, alors maintenant, pourquoi la gauche républicaine, la droite républicaine ne s'allie pas? Ça, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. S'ils ne le font pas, oui, vous avez raison. Est-ce qu'il n'y a pas une question de respectabilité, les sujets respectables et ceux qui ne le sont pas? Voilà, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont peur de s'emparer de certains sujets, ils ont tort. Ces sujets-là n'ont rien de fasciste. À les laisser cultiver par les gens réellement d'extrême droite, on va en faire des sujets effectivement d'extrême droite. Ils se préparent à l'échec. Comment? Et se préparer à l'échec, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà donc, merci à tous. Passez une bonne soirée.